Les Français parlent au français, du bout du monde. Bonjour à tous. Notre émission d'aujourd'hui est la suite de l'entretien que nous avaient accordé en avril 2020 les généraux d'armée Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, et Marc Coittin-Augoire, ancien inspecteur général des armées / gendarmerie. Résumons en reprenant la formule de Napoléon. Je cite. « Quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit. » Fin de citation. Notre urgente priorité, refaire nation. Les moyens d'y parvenir existent. Réapprendre à gérer le temps long et retrouver la confiance. Les risques de rupture sont multiples. Comme vous le disiez si bien, messieurs, soit on perd seul, soit on gagne tous ensemble. Il faut par ailleurs, dès le début d'une crise majeure, imaginer une sortie de crise. Sur ce sujet, Alain Juillet, ancien haut-commissaire à l'intelligence économique, nous a rejoints. Joël François Dumont, reprenons avec nos invités cette passionnante discussion. En fait, ce qui est important, parce qu'on a abordé un certain nombre de thèmes importants, ce sont des thématiques qui sont complexes, ce sont des problèmes qui sont difficiles, ce sont des problèmes humains, ce sont aussi des problèmes budgétaires, mais je crois quand même qu'il faut revenir, avant de voir quelle est l'analyse qu'on peut avoir pour cet après-coronavirus, parce que l'après, on l'attend quand même tous. C'est de rappeler peut-être commencer avec Jean-Paul Paloméros, la France est sortie de 2 guerres mondiales, qui ont jeté les bases d'un système nouveau. Eh bien, que peut-il se passer demain? Quel est votre sentiment? Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était exsangue. Et elle s'est relancée qu'elle voulait s'en sortir. Elle avait souffert de 2 guerres successives, donc elle était dévastée. Elle voulait s'en sortir, et elle l'a fait comment? Elle l'a fait en cherchant à être plus solidaire. C'était pour développer les échanges, développer l'économie, mais également en bénéficiant du parapluie américain, parce qu'à l'époque, nos armées étaient quand même très faibles, et peu à peu elles se sont reconstituées. Et puis troisièmement également, avec l'aide américaine, au départ il y a eu le plan Marshall, qui a aidé la plupart des économies européennes, et puis ensuite, tous ces pays se sont développés. Avec la chute du mur de Berlin, on a eu tout un groupe de pays qui avaient été envahis par les communistes, les soviétiques, à la fin de la guerre, qui ont récupéré leur liberté et qui sont joints à nous. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, et on l'a vu avec ce qui vient de se passer, et avec la crise sanitaire en particulier, c'est que cette Europe que nous souhaitons forte, parce que c'est l'intérêt général, eh bien, cette Europe, en réalité, est très divisée, est éclatée. Dans la crise sanitaire, elle a fait du chacun pour soi. Quand vous vous rendez compte, quand on voit, par exemple, il faut le dire, quand on voit les Hongrois, les Tchèques, qui bloquent des masques qui sont à destination d'Italie, alors que l'Italie est en grave difficulté. Entre parenthèses, nous les Français, on n'a pas fait mieux. On a bloqué aussi des masques pour l'Italie. Heureusement, Et pour la Suède? Oui, et la Suède aussi. Enfin, on voit bien que c'était du chacun pour soi, mais en dehors de ça, même de ce problème présent en cas de la crise sanitaire, ou encore, on l'a vu au moment des discussions entre les différents pays d'Europe récemment, pour voir comment on pouvait financer les difficultés des uns et la relance, et vous avez vu que pour les Corona Bonds, toute la partie nord de l'Europe s'y est opposée, en disant il n'en est pas question d'aider le Sud, parce que le Sud est trop dépensier, parce que le Sud n'est pas sérieux, le Sud ne sait pas gérer. Bon, on voit dans d'autres domaines, on voit le groupe de Visegrad, c'est les pays du Nord avec la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la Tchéquie, qui sont eux aussi régulièrement en opposition avec la politique générale des autres pays européens. Pourquoi? Parce que ces pays-là sont très sensibilisés à la défense face à l'Est et qu'ils ne voient que les Américains comme étant capables de les défendre. Donc, on voit dans tous les côtés, il y a des problèmes, il y a des tentations pour partir dans tous les sens. Et le grand problème que nous avons, c'est comment nous refédérer autour de valeurs communes qui sont les valeurs de l'Europe, par rapport à 2 blocs, par rapport à 2 grandes puissances, une que nous connaissons très bien parce qu'on la pratique,
depuis bien avant la Deuxième Guerre mondiale, et avec qui on a échangé, on a fait beaucoup de choses et on a beaucoup de points communs. Et une autre partie, la nouvelle puissance montante, la Chine, qui est aussi une très grande puissance, qui a une vision du monde très différente de la nôtre, et de celle des Américains, c'est bien évident, mais qui a un objectif qui est très clair, c'est de devenir un jour le leader mondial, avec tout ce que ça comporte. Donc, nous sommes au milieu cette crise sanitaire, si vous voulez, nous met en difficulté au niveau interne à l'Europe et nous amène absolument à trouver une solution, d'autant que nous sommes tiraillés entre deux blocs, un avec nous, ce qui est notre allié traditionnel, les États-Unis, et un qui voudrait bien le devenir, c'est la Chine. Or, je vous rappelle, pour terminer ce long commentaire, qu'un sondage récent qui vient d'être fait en Italie, on a demandé aux Italiens quels sont les pays qui nous aident le plus. Eh bien, ils n'ont pas parlé de la France qui déteste. Ils n'ont pas parlé de l'Allemagne qui déteste. Ils ont dit les deux pays qui nous aident le plus, nous les Italiens, c'est la Chine et la Russie. Je vous rappelle que l'Italie fait partie de l'Europe comme nous. Donc ça montre bien à quel stade nous en sommes et la gravité des problèmes auxquels nous avons à répondre. Alors, on va poser la même question pratiquement au général Paloméros, mais auparavant, j'aimerais rajouter quelque chose. Le sénateur Legleux, Ronan Legleux, qui a donc été élu à Berlin comme sénateur des Français de l'étranger, qui est membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, ne pouvait pas être avec nous hier parce qu'il poursuivait ses auditions à distance avec ses collègues du Sénat. Et au Sénat, il s'est dit ceci. Le sénateur Legleux et sa collègue Hélène Conway-Mouret ont présenté les impacts de cette crise du coronavirus sur l'Europe sous l'angle de la défense et de la sécurité, et le constat semble sans appel, la coopération entre les États européens doit être renforcée, je cite, le bilan de la coopération européenne est pour le moment nuancé. Des coopérations bilatérales ont permis des transferts de patients du Grand Est vers les pays frontaliers, mais le Conseil européen du 26 mars a donné le spectacle d'États membres divisés, incapables de répondre rapidement à l'urgence de la situation, rapportent les deux sénateurs, et en disant également qu'il y a pourtant des mécanismes qui existent qui permettraient cette coopération accrue, et notamment, il cite l'article 222 du TFUE, donc européen, qui met en avant le principe de solidarité. Alors, mon général, vous êtes également un Européen convaincu sur cette Europe, et donc sur ces menaces qu'on aurait pu pratiquement juguler, c'est-à-dire appliquer, disons, ce qui existait. Je crois que ce que nous montre la crise d'une manière évidente, et souhaitons que ça reste profondément dans les mémoires lorsqu'il va être question de renaissance, de reconstruction, c'est le manque d'autonomie, ce qu'on appelle à juste titre d'autonomie stratégique de l'Europe. Et moi je crois que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Le problème sémantique, si vous voulez, c'est quand on parle de souveraineté nationale, on parle de souveraineté européenne, on ne sait plus où est la souveraineté, de quoi il s'agit, quoi. Donnons un sens au mot. Alors, ça fait pas plaisir à tout le monde, mais c'est pas grave. Si ça permet de bien poser le débat. Autonomie stratégique européenne. Ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un objectif commun ou non? Si c'est pas un objectif commun, alors là, évidemment, je rejoins Alain, en juillet, face au choc des titans, américains et chinois, l'Europe ne va pas trouver sa voie. Elle va être écartelée, ce qui va poser des tas de problèmes. D'ailleurs, on le voit avec la 5G, on le voit. Il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de symptômes d'ores et déjà, si on veut juste regarder en face sans détourner la tête, il y a déjà beaucoup de symptômes de ce problème. Ce que vous citiez, c'est très intéressant sur les Italiens en disant, on a été aidés par personne. Pourquoi les Chinois viennent-ils aider les Italiens, les Russes les aident? Enfin, ils ont surtout écrit la Russie vous envoie 30 masques par un Antonov. Enfin, j'exagère à peine, mais c'était de cette nature-là. C'est vraiment l'opération de communication, alors que la Russie a d'autres problèmes dont personne n'entend parler. Comme ça, au moins, si vous avez des chiffres sur la Russie, je suis preneur. Parce que ce que je sais, parce que j'ai un fils qui travaille dans le nord de la Chine, à Harbin, vous avez peut-être vu que il y avait une résurgence, et ça m'inquiète un petit peu forcément, une résurgence du coronavirus là-bas.
ce coronavirus, il a été importé par les Russes qui viennent à Arbil, parce que la frontière est très proche, et qui viennent travailler là-bas. Donc, je suis sûr que c'est une catastrophe en Russie, sauf qu'on n'en parle pas. Mais les Russes sont quand même là pour montrer qu'ils soutiennent l'Italie, tout ça étant évidemment très artificiel et sous-tendu par une campagne de communication. Mais si on n'est pas capable de prendre conscience, et cette crise, c'est vraiment un révélateur. Et on dit souvent que derrière une crise, il y a une opportunité. Oui, il y a une opportunité magnifique pour l'Europe. D'abord, il y a quand même un point, et là il faut être lucide, hein. C'est pas parce que je vous parle de Bruxelles aujourd'hui où je suis confiné, mais là, il faut pas faire reporter la faute comme on l'a fait trop longtemps, comme les Anglais l'ont fait beaucoup à leur détriment, à mon sens, sur Bruxelles, c'est nous. Hein. C'est les Européens, ils donnent ou non les États membres donnent un certain pouvoir aux institutions. Elles ne leur ont pas donné ce pouvoir en termes sanitaires. C'est clair, elles n'ont pas fait ce choix. Ce qui est étonnant, hein. Je pense que les Européens sont pas conscients de ça. Les Français disent, mais l'Europe fait rien. On dit, mais encore faudrait-il qu'elle en ait la responsabilité. Mais non. Donc, on a un problème, effectivement, de définition de ce qui est stratégique et donc partagé. Stratégique, pour avoir une vision stratégique, il faut avoir une vision large. Évidemment, c'est une vraie question politique. Est-ce que la France aujourd'hui, comme la Grande-Bretagne, en tout cas l'a affiché, a cette vocation à réacquérir une autonomie stratégique à elle seule? C'est un débat politique très profond, qui n'est rarement posé dans ces termes-là, parce que ça nous amène très clairement à l'idée que, bien sûr que non, dans un monde aussi large, avec ce choc des puissances, la dimension qui convient pour aborder les problèmes stratégiques, c'est la dimension européenne. Alors évidemment, si on se tourne uniquement dans le domaine militaire, on a une dissuasion nationale, une dissuasion avec deux composantes, mais la dissuasion en elle-même, elle ne donne pas l'autonomie stratégique, c'est tout ce qui l'entoure aussi. Il y a les armes, il y a les capacités, mais la véritable autonomie stratégique, elle vient du fait qu'on peut prendre son sort en main, on peut dialoguer avec les autres d'égal à égal, on peut partager ensemble ce qui est essentiel, que ce soit des masques, des vaccins ou je ne sais quoi, tout ce dont on a besoin pour protéger nos citoyens. Quand le président de la République a annoncé dans son discours de la Sorbonne qu'il voulait une Europe qui protège, moi je suis 100% derrière cette idée. Mais qui protège quoi? Qui les protège contre une menace militaire, certes, qui les protège contre une immigration forcée ou le terrorisme, ce qui est évidemment un sujet qui reste d'actualité, n'oublions pas, ou qui les protège contre des crises sanitaires de cette nature-là. C'est ça. Sinon, le projet européen n'a plus de sens. Donc, c'est le moment clé. Il interpelle évidemment chacun des responsables politiques. On ne peut que souhaiter, mais il faut aussi que on ait ce discours vis-à-vis de nos citoyens, si vous voulez, un discours de clarté et de vérité. Leur dire, mais voilà le choix que vous avez devant vous. Donc, si l'Europe n'a pas été puissante dans cette crise-là, c'est parce qu'on n'a pas voulu lui en donner les moyens. C'est pas parce qu'à Bruxelles, on n'a pas des gens compétents. Regardez les discours de Thierry Breton. C'est un homme stratégique. Moi, tout ce qu'il dit, très honnêtement, j'entends, ça résonne quelque part. Et il y en a d'autres, des commissaires avec lui, Maria Gabriel, et je peux tous les citer. Ils sont tous des idées sur ce qu'on pourrait faire ensemble. Madame von der Leyen, que j'ai bien connue quand j'étais à l'OTAN, ils ont une idée de l'Europe. Mais il faut qu'on leur en donne les moyens. C'est vraiment l'enjeu maintenant, me semble-t-il. Je partage entièrement, mon général, votre analyse, mais je voulais revenir quand même à un fondamental. Ma première interview, c'était celle du ministre de la Jeunesse et des Sports du général de Gaulle, Maurice Herzog. Oui. Et il était ministre des Sports, j'ai posé une question sur l'Europe. Et Maurice Herzog m'avait dit, vous savez, dans cette affaire, il y a deux conceptions qui s'opposent. Il y a une conception politique qui vise à une union politique qui prendra du temps. C'est la conception des Français, c'est la conception des Belges, auxquels les Luxembourgeois sont ralliés. Après, les Néerlandais se sont ralliés avec les Belges, les Luxembourgeois, en créé le Benelux. Après, ça a été le général de Gaulle, et le chancelier Adenauer qui ont réussi à réunir deux pays que la guerre avait trop longtemps, deux guerres mondiales avaient trop longtemps opposés. Et donc, on arrivait avec ces 6 pays
à voir avec l'Italie, bien sûr, qui est un pays fondateur, on avait réussi à défendre une idée politique de l'Europe. Et puis, il y avait de l'autre côté l'Angleterre, qui avait à l'époque la ELE, donc l'association de libre-échange, et qui, elle, ne voyait dans l'Europe qu'un marché. Donc, il y avait une conception commerciale qui s'est opposée à la conception politique de cette Europe. Et le jour où on a commencé à dialoguer avec les Anglais, le jour où on a voulu, sous Pompidou, commencer à voir les Anglais avec nous, eh bien, beaucoup de gens disaient à l'époque, parce que je lui ai des amis à vous, disaient, très franchement, cette Europe, elle ne pourra pas aller loin, parce qu'elle s'interdira toute action politique majeure. Donc on en revient aux mêmes questions aujourd'hui, après ce qu'a dit le général. Qu'en pensez-vous, monsieur Juillet? Ah ben moi je suis d'abord je partage l'analyse du général, bien entendu, parce que sur ce plan mais ce que vous dites aussi, parce que la réalité de l'Europe, on la connaît, l'Europe ne peut fonctionner, et ça a été dit par le général en donnant un certain nombre d'explications. L'Europe ne peut fonctionner qu'à partir du moment où tout le monde est ensemble sur un certain nombre de valeurs communes, sur une stratégie partagée. Il faut qu'il y ait, si vous voulez, l'autonomie stratégique dont on parle, en disant il faut que l'Europe ait une autonomie stratégique. Cette autonomie stratégique, elle ne peut la gagner qu'à partir du moment où dans une quantité de domaines, pas uniquement dans le domaine de la défense, mais dans une quantité de domaines, il faut qu'elle soit capable de travailler ensemble. Et pour ça, il faut que les États européens soient volontaires pour le faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut que chacun comprenne que l'Europe, ce n'est pas tout pour moi, rien pour les autres, que l'Europe, c'est un échange, là oui, dans ce sens-là, un échange, on partage des valeurs communes, et sur les bases de ces valeurs communes, on va effectivement échanger, réaliser un certain nombre de choses en commun. Le drame que nous vivons, c'est qu'aujourd'hui, on voit que les intérêts nationaux ou catégoriels de certains font qu'il est pratiquement impossible d'avoir une vision commune européenne. Et quand j'entends, alors bien sûr, on disait il y avait les Anglais ont été un peu, c'est vrai qu'ils ont été toujours pour une fédération européenne, ils voulaient surtout pas plus, donc ils n'ont rien fait pour arranger les choses, mais les Anglais, on les a aussi beaucoup chargés. C'est-à-dire que si vous voulez, en France en particulier, et je veux pas les défendre, mais systématiquement, quand il y avait des problèmes, c'était la faute des Anglais et après c'était la faute de la Commission européenne. C'est-à-dire que nos politiques, depuis très longtemps, se sont déchargés de leurs responsabilités sur la Commission européenne et sur nos partenaires. Si ça marche pas, c'est de leur faute. Ce qui est évidemment pas très honorable, parce que ça veut dire qu'on n'assume pas ses responsabilités. Or, dans une Europe telle que je la vois en tout cas, qui est la force d'être suffisamment autonome pour choisir ses alliances et défendre son point de vue par rapport aux deux grands blocs, aux deux grandes puissances, eh bien, je pense qu'il faut au contraire qu'on soit tous ensemble. Alors, comment y arriver? Là, je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure dans le cas de la crise sanitaire. Je pense que à la sortie de cette crise, quoi qu'on en dise, et même si un certain nombre de gens pensent que ça va pouvoir repartir comme avant, parce qu'il y en a qui commencent déjà à dire on va refaire comme avant. Les traders moi je lisais un article sur des traders avant-hier disant c'est infernal parce qu'on ne peut plus travailler en millisecondes pour gagner de l'argent, il faut maintenant un peu plus de temps parce qu'on travaille depuis chez soi. Mais le problème, excusez-moi, le problème il est pas là. Et j'ajouterais, d'ailleurs j'en profite pour ajouter un truc qui moi personnellement me révolte, comme je vous le dis comme je le pense, c'est que certains, nos auditeurs vont découvrir dans les semaines qui viennent qu'un certain nombre de très gros opérateurs financiers mondiaux ont gagné une fortune dans le cadre de cette crise sanitaire en jouant à la baisse. Un conseiller de la Banque européenne, de la Banque économique européenne, de la Banque européenne, la BCE, et de la Commission d'ailleurs, a avoué récemment avoir gagné 40 milliards de dollars. Vous voyez, c'est pas un petit chiffre.
40 milliards de dollars en spéculant à la baisse sur ce qui vient de se passer. Alors là, comment voulez-vous qu'avec des gens comme ça, on puisse construire une Europe? Bien sûr que non. Donc il va falloir effectivement qu'on reconstruise, qu'on repense le modèle en France, c'est évident, mais également au niveau européen. Et je crois que c'est une belle opportunité parce que tous les pays d'Europe se posent des questions. Même ceux qui vous affirment qu'ils sont formidables et qu'ils ont tout gagné, tout le monde se pose des questions sur la suite. Donc c'est un moment formidable pour essayer de faire prendre la mayonnaise. Quand j'étais en poste à Bruxelles, on parlait de la coopération européenne. On parlait de la liberté. C'était conjugué au singulier. Et puis en 81, on a commencé à conjuguer le terme liberté au pluriel, les libertés. C'est nouveau d'avoir aujourd'hui ce qu'on appelle les radios libres, comme notamment la Voix du Béarn. Ça permettait à des gens de s'exprimer, c'était des exutoires qui permettaient de confisquer les antennes nationales. D'ailleurs, vous-même n'avez pas abusé des antennes nationales, je crois, depuis 20 ans, sinon ça se saurait. Et on a donc donné des libertés, on a donc organisé des coopérations. Et quand on a que ça, on avance quand même. Alors, mon général, vous, tout à l'heure, vous avez parlé de mutualisation. Je vais revenir là-dessus parce que quand on peut pas faire des grands pas, on fait des petits pas. Et des fois, les petits pas permettent d'arriver dans les directions importantes. Vous avez été à un moment avec votre homologue allemand, vous avez eu cette idée, vous en avez parlé un tout petit peu dans notre émission d'hier, c'était de mutualiser le transport aérien militaire. D'abord, c'était pour éviter les doublons, c'était pour faire des économies, et pas seulement des économies, c'est pour que les gens travaillent ensemble, pour que les gens se connaissent, et qu'on puisse compter l'un sur l'autre pour finalement on ne puisse plus se passer de l'autre. Alors, j'ai l'honneur de vous accompagner quand vous étiez à Eindhoven pour la création de l'EATC, dans laquelle malheureusement les Anglais n'étaient pas. Est-ce qu'on peut revenir à cette volonté que vous aviez vous-même à l'époque affirmée pour qu'on fasse ce genre de choses, c'est-à-dire de mutualiser? Puis après, toujours dans la mutualisation, vous avez réussi quelque chose d'extraordinaire de l'armée de l'air, c'était la création de la CIMAD. Et ça, je crois qu'il est bon d'en toucher un mot, parce que c'est dans notre région, ça nous touche pratiquement directement. C'est un coup de génie qu'on doit à l'armée de l'air française, et c'est un coup de génie parce que, en général, quand vous êtes arrivé comme patron de l'armée de l'air, la CIMAD qui était prévue au départ a été entièrement transformée. Si vous voulez, c'est tout ce que vous citez, ce sont simplement des gens, des hommes et des femmes de bon sens, sans doute avec le sens des responsabilités et puis une certaine vision, qui se sont mis autour de la table en disant écoutez, nous on est là, on n'est pas là pour faire strictement de la politique, mais on est là pour faire en sorte que demain on puisse mener ensemble les missions qu'on doit mener. Et donc on va réfléchir en tant qu'experts dans nos domaines, savoir comment on va pouvoir s'organiser sans attendre forcément d'en haut qu'on ne doit pas attendre, parce qu'après tout, ce qu'on peut faire nous-mêmes, autant le faire, hein, c'est un bon principe de subsidiarité. Et puis, je reviens à ce sujet, mais quand on a une once de pouvoir, où que ce soit, à quelque niveau que ce soit, il faut s'en servir et prendre le risque de s'en servir. Joël-François Dumont, avant de reprendre cette passionnante discussion avec nos invités, j'ai une question pour le général Paloméros. Mon général, les Français ne devraient-ils pas tout simplement réapprendre à considérer tous ceux qui concourent à notre sécurité au quotidien? Je vais prendre un parallèle historique. Moi, je suis très attaché au Sud-Ouest. Vous voyez, dans une vision stratégique de l'armée de l'air, j'en fais pas un exposé parce que le pire, c'est de s'attribuer les mérites qui appartiennent à une collectivité et qui appartiennent au temps long. Mais chacun apporte sa pierre. Moi, la pierre que j'ai essayé d'apporter, je me suis dit, cette armée de l'air qui va se moderniser, qui est réformée par la force des choses, il faut lui redéfinir des points d'ancrage forts. Et en particulier, j'ai opéré cette mutation, vous savez, des bases historiques qui étaient plutôt dans l'Est, du temps de la guerre froide, vers le Sud-Ouest, pour y trouver un environnement favorable, aussi bien au plan opérationnel, avec des grands espaces, des champs de tir de Captieux, vous connaissez, les champs d'entraînement, des grandes bases. J'ai eu l'honneur de commander la base de Cazaux, je connais parfaitement bien la base de Mont-de-Marsan, et puis beaucoup aussi d'unités d'autres armées, en particulier de l'armée de terre, pour s'entraîner ensemble. Si on ne s'entraîne pas ensemble, on n'arrivera pas à faire la guerre ensemble. Et c'est ça l'enjeu. Alors, premier point, il s'agit de l'entraînement sous forme de boutade. Il vaut mieux quand même voir passer des rafales avec des cocardes tricolores que d'autres avions avec des étoiles rouges.
Et ça, c'est une référence à l'histoire, si vous voulez. En 1940, quand la France était, on arrive malheureusement à cet anniversaire où la France fut envahie, un autre pays a résisté, c'était la Grande-Bretagne, on s'en souvient, l'Angleterre, et elle a résisté en particulier grâce à son armée de l'air, la fameuse Royal Air Force, pendant la bataille d'Angleterre. Si vous savez l'attachement qu'ont les Britanniques vis-à-vis de la Royal Air Force, il y a un attachement mérité. Eh bien, en fait, je pense que nos Français, quelque part, ils ont cet attachement. Ils ne le disent pas de la même manière, mais ils sont attachés à l'armée de l'air. Alors, bien sûr, les Rafales, ça peut faire un tout petit peu de bruit. J'ai tendance à dire que c'est le bruit de la liberté, quelque part. Et c'est aussi l'impact des grandes bases qui sont présentes pour assurer la résilience, pour sécuriser cette région, pour sécuriser cette zone. Vous savez, de quoi l'avenir est fait, je vous l'ai déjà dit, moi je n'ai pas de boule de cristal, mais ce dont je suis certain, c'est que ces implantations, ces capacités, et le fait qu'on puisse travailler comme ça et préparer ensemble à faire la guerre quand c'est nécessaire et là où c'est nécessaire, c'est fondamental. C'est ça le prix à payer. Alors, vous savez, si nos compatriotes dans le sud-ouest ou ailleurs entendent passer nos avions, primo, ça prouve qu'on a toujours des avions de chasse, ce qui me rassure. Secondo, ça prouve qu'ils s'entraînent, ce qui me rassure aussi. Et puis, il y a quand même des normes, et je suis sûr qu'ils sont très attachés, que nos aviateurs sont très attachés à respecter ces normes. Mais qu'on comprenne, il n'y a pas de mystère. Si on est présent au Mali, si on est présent au Moyen-Orient, si on est présent sur le territoire national, c'est parce qu'on est capable de fournir cet effort et d'accepter ces contraintes. Mais ce ne sont pas des contraintes, c'est plutôt de la fierté. Il faut être fier de voir ces hommes et ces femmes s'entraîner pour notre sécurité, pour notre protection, pour notre défense. Alors on demande toujours plus de sacrifices aux militaires, toujours plus et toujours moins de moyens. En général, quand vous étiez patron de l'armée de l'air, comme votre prédécesseur, vous avez poursuivi la création de la CIMAD. C'est-à-dire que vous avez regroupé la réparation de tous les aéronefs militaires qui viennent de la gendarmerie, de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air ensemble. L'armée de l'air a su comprendre qu'il fallait traiter les rafales marines avec les rafales de l'armée de l'air. C'était une économie d'échelle considérable. On n'avait jamais imaginé que des rafales marines puissent être réparées dans l'est de la France par l'armée de l'air. C'est le cas aujourd'hui. C'était vous. Vous avez parlé de l'EATC tout à l'heure. J'étais avec vous à Eindhoven le jour où l'EATC a été inauguré. C'est-à-dire qu'on a mutualisé, c'est un terme que vous avez mis aussi à l'époque, on a mutualisé nos moyens de transport aérien militaire, parce que d'abord il y avait une pénurie à gérer, et en plus il fallait quand même être intelligent. On a l'avion allemand qui revient vite d'Afghanistan. Bon, eh bien, il y a un moteur à récupérer à tel endroit, je vous le dépose en Italie, je vous le dépose encore, je vous le dépose quelque part en France, et à charge de revanche. Ça, c'est une chose que vous aviez mise en place, quand vous étiez aux commandes. Si vous voulez, on a chacun un moment de vérité, un moment de responsabilité. Il faut... Le pire, ça serait de passer à côté, c'est de ne pas assumer ses responsabilités. Quand on a une once de pouvoir, au sens le plus noble du terme, une once de responsabilité, il ne faut surtout pas passer à côté de ses rêves, passer à côté de ce à quoi on croit. Et c'est le moment de le faire, quoi. Après, c'est trop tard. Avant, c'est pas l'heure. Donc, vraiment, moi, ce que je retire du commandement des hommes, c'est une grande fierté, mais aussi j'ai toujours été étonné de voir que lorsqu'on demandait à des hommes et des femmes d'avancer dans une certaine direction, avec une certaine vision, une cohérence et en confiance, ils allaient toujours plus fort, plus loin et plus vite que ce qu'on leur demandait. C'est incroyable. C'est ça la véritable, c'est ce que Saint-Exupéry disait aussi, il faut mettre des forces en mouvement. Il faut mettre des forces en mouvement. Et ces forces, elles sont humaines. Aujourd'hui, mais moi je vois beaucoup de jeunes, comme Marc, hein, on est investi pour la jeunesse, on leur transmet pas un message, on essaye de partager avec eux notre foi en l'avenir, leur dire prenez votre chance et vous avez dans les mains votre avenir et c'est à nous de leur donner les armes pour ça. Cette jeunesse, elle est extraordinaire, elle est enthousiasmante. Ne la décevons pas, donnons-lui des caps, donnons-lui non pas des certitudes, ils savent très bien que le monde est incertain,
mais donnons-lui le courage, donnons-leur le courage et la fierté d'être un jeune Français, d'être un jeune Européen aujourd'hui, et de construire l'avenir selon nos valeurs. Marc le disait très bien tout à l'heure, selon nos valeurs, pas celles qui nous seront imposées ni de l'Ouest ni de l'Est, mais celles que nous voulons nous-mêmes défendre. Et ça sera l'Europe de demain. Je suis complètement d'accord avec ça, mais elle ne va pas se construire de chimères, elle va se construire avec des hommes et des femmes responsables, comme ça a été fait après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il fallait la créer quand même, l'Alliance Atlantique et toutes ces organisations multilatérales que certains s'emploient à démonter aujourd'hui, sans se rendre compte de l'impact que ça peut avoir. Ça, c'est l'objet d'un débat, mais c'est aussi fondamental. Je crois qu'on vit une période de vérité où soit on est capable de réinventer ensemble notre manière de vivre, tous ensemble, soit on abandonne tout ce qui avait fait nos forces depuis la Deuxième Guerre mondiale et on revivra des cataclysmes de cette nature. On a eu la chance d'avoir des hommes visionnaires et courageux qui en sont su tirer les conséquences de 2 guerres mondiales. Si nous, on n'est pas capable aujourd'hui d'en faire autant par rapport à ce qu'on vit et ce qui vient, les chocs démographiques, les chocs du climat, de l'environnement, les chocs des pandémies, c'était aussi écrit dans le livre blanc d'ailleurs, quelque part, et les chocs de grandes puissances qui se réarment, des grandes puissances qui se réarment. Regardez la présence, la prégnance de la Chine aujourd'hui. Regardez la Russie qui se cache un peu dans une stratégie d'influence, mais qui continue à développer son armement nucléaire, qui continue à faire des essais spatiaux. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait eu un récemment. L'espace devient un enjeu, l'espace exo-atmosphérique devient un enjeu comme le cyberespace. Si vous voulez, tout ça, c'est un tout. Eh bien, si l'Europe n'est pas capable de se défendre, et je terminerai par là, s'il n'est pas capable de trouver en elle-même cette puissance, cette force de défendre ses propres valeurs et ses propres intérêts, elle n'existera plus. Elle sera prise en tenaille, en étau entre les grandes puissances et en particulier entre la Chine et les États-Unis. Une autre réalisation de l'armée de l'air, c'est Montverdon à Lyon. Sur le seul budget de l'armée de l'air, sans passer par l'armée de l'air seule a imaginé qu'elle se devait de s'organiser pour notre défense en allant au-delà, un peu plus haut dans l'espace. L'armée de l'air a imaginé un radar qui aujourd'hui fait la fierté de la France. Ben, oui, ça c'est une bonne démonstration. À la fin des années 90, on était quelques-uns à penser que des capacités futures seraient indispensables. Moi, j'étais un fervent défenseur des drones, vous vous en souvenez. C'est une belle histoire, difficile, mais en voie de progrès. Ça prend toujours du temps, hein, malgré tout. Et puis l'espace, en se disant, mais on ne peut pas, une puissance comme la France ne peut pas ne pas maîtriser l'espace exo-atmosphérique. Et on a défendu cette idée qu'il fallait des moyens, des radars, un radar qui s'appelle Grave, et qui soit capable de nous doter d'une capacité de surveiller l'espace, c'est-à-dire de savoir ce qui s'y passe, de savoir s'il y a des satellites qui viennent interférer avec nos satellites, de décrire une situation spatiale, comme on fait une situation aérienne pour gérer le trafic aérien. Ben aujourd'hui, enfin hier c'était déjà le cas, mais aujourd'hui encore plus, parce que toutes ces orbites, elles sont très occupées, il y a beaucoup de débris spatiaux, et il faut protéger nos satellites, et il faut être sûr qu'ils ne sont pas attaqués par d'autres. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la guerre de l'espace. Qu'on le veuille ou non, d'ailleurs ça a été dit par d'autres, on est dans cette guerre de l'espace. Mais à l'époque, on s'est heurté, là je le souligne, vous vous en souvenez, Joël François, on s'est heurté à de grandes réticences parce que beaucoup ne voyaient pas l'intérêt de cette capacité en disant on n'a pas d'argent à dépenser, on n'est pas compte, tout ça c'est des chimères, c'est une vision d'apocalypse, l'espace, il y a un traité pour ça. Les traités, c'est pas si difficile pour les fouler aux pieds, surtout par ceux qui ne les signent pas. Donc, bon, voilà, c'est encore un des exemples où il faut du temps long, et puis il faut être persévérant et opiniâtre. Et pour être persévérant, le problème, c'est que les chefs militaires, ils passent, et ils ne font donc une continuité. Heureusement, on arrive à peu près à assurer cette continuité dans l'effort, sinon, effectivement, on ne pèserait pas lourd dans l'équation. Quand vous parlez d'espace en général, Jean Water-Augoire a toujours comparé le cyberespace à l'immensité de l'espace maritime. Est-ce que je me trompe en général ? Déjà, si vous voulez, on parle de flux, on parle de ports, on parle de points d'entrée, points de sortie. Il y a beaucoup on parle de pirates. Il y a beaucoup de similitudes dans la sémantique.
Mais c'est vrai que l'espace maritime est un espace qu'on a découvert et progressivement, on a essayé on va dire, de le domestiquer, y compris sur le plan juridique, avec la Convention de Montego Bay en 1984 qui a créé le droit de la mer, enfin, qui a amélioré le droit de la mer. Et donc, un petit peu, cette comparaison peut nous laisser penser qu'on arrivera progressivement vers un droit de l'espace numérique à une nuance près. C'est qu'en fait, aujourd'hui, nous avons un mur qui sépare non pas le mur de Berlin, que vous connaissez bien, mais un mur qui sépare deux grandes catégories de pays. Il y a ceux qui veulent la gouvernance, c'est-à-dire la direction, l'organisation de l'espace numérique, en souhaitant que ce soit un espace sécurisé qui permette de développer toutes les activités économiques, culturelles, et puis tous les échanges entre personnes. Et puis il y a ceux qui disent on veut exactement la même chose, mais en plus on veut savoir qu'est-ce que les gens disent, pourquoi ils le disent au nom de la sécurité nationale. Et vous voyez que cette difficulté qu'on a pour créer un droit de l'espace numérique comme il y a un droit de l'espace maritime, c'est tout simplement parce que aujourd'hui vous avez des États qui, comment dirais-je, prônent une liberté dans l'espace numérique et d'autres qui prônent une sécurité absolue. Une sécurité absolue qui va jusqu'à mesurer, capter, évaluer, sanctionner. C'est la méthode chinoise. Et donc, c'est pour ça que quand on parle de valeurs, c'est pas neutre. Les valeurs dans l'espace numérique, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Sinon, on va avoir un Big Brother, un système qui va en quelque sorte nous rendre esclaves, zombies, alors qu'on devrait, au contraire, en être libérés par cet espace numérique. Vous voyez ? Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Et c'est pas simplement une bataille technologique, l'espace numérique. C'est une bataille aussi philosophique. Quelle est la volonté, quelle est notre fidélité? Pourquoi voulons-nous développer un espace numérique? Et quand on a dit pourquoi, à ce moment-là, on passe au comment. Comment va-t-on le faire? Et ça, je pense que le pourquoi, on l'a beaucoup oublié. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'au dernier Forum international de la cybersécurité, j'ai voulu que le titre soit « Replacer l'humain au cœur de la cybersécurité ». Parce que c'est lui qui est les éléments essentiels. C'est pas la machine. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain. La machine n'est qu'un moyen de permettre à l'humain de se développer, de s'émanciper dans l'espace numérique. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et donc, vous voyez, je crois qu'aujourd'hui, quand je vous parle du pourquoi, quand je vous parle de la finalité, ça veut dire que dans ce monde qui s'ouvre à nous, qui est un monde nouveau, ce monde nouveau, parce que si on repart sur l'ancien monde, toute la jeunesse qui a reçu en pleine figure cette crise du Covid, elle ne l'acceptera pas. Et donc nous sommes obligés, non pas pour faire plaisir à la jeunesse, mais tout simplement parce que c'est dans l'ordre naturel des choses, nous sommes obligés de changer le monde. Non pas changer en supprimant tout ce qui existait jusqu'à maintenant, il y a de très bonnes choses, des bons piliers, et retirer tout ce qui avait été rajouté, tout l'inutile, tout ce qui était futile, pour revenir sur l'essentiel. Et vous voyez, aujourd'hui, moi, je crois qu'il y a une vraie question qui va se trouver posée. Elle se trouve posée aujourd'hui, mais elle se trouvera posée demain. C'est celle de la cohésion entre les générations. Moi, je trouve terrible la manière avec laquelle on traite nos personnes âgées aujourd'hui. C'est épouvantable. On les laisse mourir de fait, quand c'est pas par des administrations de médicaments qui leur permettent d'avoir une sédation rapide. Donc aujourd'hui, on a un risque de rupture entre les générations. On a un risque de rupture entre les territoires qui sont des territoires connectés et des territoires qui ne sont pas connectés, en des zones rurales abandonnées et des zones urbaines dans lesquelles on fait des multiples investissements, alors que les zones rurales attendent qu'une chose, c'est qu'elles soient égales devant les services publics, elles qui sont égales aussi devant les charges publiques. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Alors on peut faire tous les discours, il va falloir redonner de l'espérance. L'espérance, c'est pas du baratin. L'espérance, c'est d'abord le verbe. Quel est le discours qu'on va tenir aux gens en leur disant « Regardez le monde qu'on peut construire ensemble ». Et donc, c'est pas simplement du discours, c'est aussi de l'action. Et je dis très sincèrement, nous avons un risque majeur de division. Et la division, c'est notre perte. Alors que l'union, la cohésion, ça fera notre grandeur.
Et ça, c'est le discours que je tiendrai demain. Que tenait le général de Gaulle. En disant, surtout, sortons de la crise unis. Parce que si on ne sort pas unis, qu'on se soit unis entre civils et militaires, eh bien, on n'y arrivera pas. On ne sortira pas de la crise. Donc, on se perd seul ou on gagne ensemble. Ça, c'est à mon avis la véritable leçon qu'on doit tirer de cette crise d'aujourd'hui. Et dans l'espace cyber, ben je le dis, c'est tous connectés, tous responsables les uns des autres, tous solidaires les uns avec les autres. Ça, c'est important. Parce qu'en fait, c'est pas moi dans mon petit coin avec mon petit appareil, mon petit smartphone, mon petit ordinateur. C'est moi, j'amène des éléments connectés dans un espace, dans un écosystème numérique. Quelle est ma responsabilité? Comment je renforce la sécurité de cet espace numérique ou comment je suis en train de l'affaiblir? Ça, c'est à mon avis essentiel. Donc, vous voyez qu'on va revenir vers une espèce de citoyenneté numérique qui est porteuse à la fois de grandes choses, mais aussi d'exigences. Et le mot exigence, il va falloir un peu le répéter maintenant, parce que on était trop souvent en dehors de toute exigence. Le statut militaire, c'est un statut d'exigence. Comme vous l'avez dit au tout début, c'est aller jusqu'au sacrifice suprême, quelles que soient les circonstances. Il n'y a pas de droit de retrait. Il n'y a pas de droit de retrait. Quand j'entends certains dire « je vais faire exercer mon droit de retrait » pendant que les médecins, les infirmières, les aides-soignantes ne se retirent pas du boulot pour sauver les gens, je dis que c'est scandaleux. On ne devrait pas donner la parole à ces gens-là. Eh bien, je dis que demain, il va falloir que les gens réapprennent aussi leurs responsabilités collectives, pas simplement individuelles. Et le courage, c'est aussi une des conditions de la citoyenneté. Alors, le général Paloméros et le général Ouattara vont pouvoir donner deux exemples très différents. J'ai le souvenir d'une invitation, mon général Paloméros, vous m'aviez invité à une prise d'armes que vous avez faite pour honorer une dame, parce qu'on a parlé beaucoup d'hommes, mais d'une dame exceptionnelle, Valérie André. Vous lui avez remis le brevet 01, le premier brevet de pilote, parce qu'elle était partie faire la guerre d'Indochine, cette jeune femme toute frêle, avec un hélicoptère. Hein. Le colonel Sansu, à l'époque, commandait la base, avait écrit un livre magnifique sur l'histoire des hélicoptères. Mais quand on voit comment la France a acquis les hélicoptères, mais c'est quelque chose d'incroyable. Hein. Il y a un jour, un mécanicien de l'armée de l'air, qui était basé à Villacoublay, qui s'est dit, on a besoin d'hélicoptères dans l'armée française de demain. Il est allé au Texas, il est revenu 6 mois après, il a fait une démonstration grâce à quelques amis à Villacoublay. Le monde politique est venu, démonstration concluante, le LR a magnifiquement marché, après on est allé boire un coup, et après, on verra, réponse des politiques. Vous savez sur quel budget ont été achetés les 2 premiers hélicoptères d'armée de l'air? Sur le budget santé de la Cochinchine. Et le premier hélicoptère de l'armée, de la gendarmerie, a été acheté sur le budget, c'était marqué achat d'un camion. Parce que le terme d'hélicoptère était impropre. Achat d'un camion. Souvenez-vous de nos hélicoptères, ils avaient une devise, c'était combattre et sauver. En Indochine, c'est l'armée de l'air, ces hélicoptères, qui a inventé le concept de sauver des gens, d'aller les chercher. Et cette petite femme toute frêle que vous avez honorée, mon général, elle allait toute seule aux commandes de cet hélicoptère extrêmement fragile. Elle se mettait à côté des blessés, elle les tirait elle-même pour les mettre dans une nacelle, elle les transportait pour les sauver. Et vous lui avez rendu un jour hommage. C'est une grande dame, c'était la première femme officier général de l'armée française. Elle, je dis aussi, je ne l'ai malheureusement jamais vue à la télévision française, jamais. Donc, si vous avez fait ça, c'est que vous avez estimé quand même qu'il y a des gens, il n'y a pas eu que Guy de Mer, tous ces grands, il y a eu des gens qui sont encore vivants, qui ont fait des grandes choses. Et il faut de temps en temps rendre hommage aux gens. Qu'en pensez-vous? Je crois qu'il vaut mieux leur rendre hommage de leur vivant que dans les livres d'histoire. C'est pas incompatible, mais c'est vrai que c'était... là, vous rappelez un grand moment d'émotion quand je me suis retrouvé devant cette grande dame et que moi, simple chef d'état-major de l'armée de l'air, il me revenait cet honneur de lui remettre un brevet qui ne lui avait jamais été remis. A fortiori, il n'existait pas à l'époque. Et qu'ensuite, on n'a pas songé à le faire. Moi, j'ai eu cette chance de pouvoir le faire.
Et là, quand j'ai regardé dans les yeux, d'abord, elle me regardait droit dans les yeux. Je voyais à la fois son émotion, mais aussi défiler toute une histoire, l'histoire d'une femme engagée, non pas pour la cause féministe, mais pour une certaine égalité, pour le fait que les femmes puissent s'exprimer dans ce métier de militaire. Elle était effectivement infirmière, et puis elle a découvert le plaisir de voler en hélicoptère. Elle s'est dit, mais pourquoi je ne serais pas pilote d'hélico? Et elle a été pilote d'hélico. Et elle a continué de son engagement jusqu'à maintenant. Elle est encore fort heureusement vivante. J'ai la chance de la croiser de temps en temps. Et quand on croise des femmes, en l'occurrence, de cette qualité, vous voyez, c'est ça aussi le devoir d'histoire, le devoir vis-à-vis de l'avenir. Je suis totalement d'accord avec Marc Batin-Auboard. Ce devoir vis-à-vis des personnes âgées et le devoir qu'ont les plus anciens vis-à-vis des plus jeunes, c'est ça qui nous permet de faire société, c'est ça qui nous permet de faire nation. Dès qu'on l'oublie, on fracture, on crée des lignes de fracture et on divise plutôt que de réunir. Si au moins ce virus-là, ce virus infime, microscopique, qui vient complètement chambouler nos vies, qui perturbe nos vies, qui perturbe, mais qui nous ravive nos mémoires également. S'il pouvait nous rappeler pourquoi nous sommes là, pourquoi on est de passage. On est de passage pour essayer de construire un monde ensemble. Et quand on voit tous ces hommes et ces femmes qui ont construit notre histoire de France, qui ont construit l'Europe, des gens qui avaient cette vision, qui ne voulaient plus que nos pays s'entretuent, qui ne voulaient plus qu'il y ait de guerre sur notre territoire et qui voulaient au contraire donner de l'espoir, de la croissance, de la prospérité à notre pays et à l'Europe et à bien d'autres pays. Ça a été vrai aux États-Unis également et dans d'autres pays. Je crois que ça nous rappelle que cette union, elle est sacrée quelque part, et que tout ce qui peut nous diviser nous affaiblit. Je suis d'accord avec ça. Tout ce qui peut nous diviser nous affaiblit. Raison de plus pour nous réunir autour de ces belles valeurs que montrent nos soignants, nos forces de sécurité, nos armées. Mais il y en a de nombreuses, mais dans le privé aussi, regardez, il y a beaucoup de bonne volonté, il y a beaucoup de spontanéité, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de volontarisme. Il ne faut pas croire que, évidemment, on reste un pays de Gaulois, d'accord, on a nos qualités et nos défauts, mais quand on est face à des difficultés, on sait se réunir. C'est le moment ou jamais, et nos armées ont cette chance, ont cette qualité de pouvoir être un lien entre les différents pans de la société, parce que les armées ne vivent pas à l'écart de la nation, c'est l'émanation de la nation, nos forces armées, et la gendarmerie en particulier. Nous sommes l'émanation, elles sont l'émanation de la nation. Elles ne sont pas considérées en dehors de la nation. C'est elles qui font vivre la nation, qui lui donnent sens quelque part. Je prends un autre exemple, concernant la gendarmerie. Quelqu'un de beaucoup plus jeune, qui est tout à fait vivant, qui a succédé au général Ouattara à Lille, comme commandant de la Légion de gendarmerie du Nord, le général Jacques Hébrard, que j'avais connu. Le général Jacques Hébrard, il a fait l'école de l'air. Ce qui est quand même assez rare pour des gendarmes, normalement c'est pas la route la plus directe, mais il a fait l'école de l'air, et donc très fièrement dans son bureau, il y avait toujours sa casquette qu'il a eu comme aviateur. Et le général Hébrard est à l'origine d'une véritable révolution scientifique dans la gendarmerie. Il commandait le centre de Rony-sous-Bois, le centre de recherche pour tout ce qui est crime et des délits commis, avec des moyens comme ça, et des gens extrêmement compétents. J'ai même eu des polytechniciens là-bas, des chercheurs. Bon. Et ce centre a été modernisé, ça a été son travail pendant 3 ans. On a créé le centre de Pontoise. Je suis allé au centre de Pontoise avec la première chaîne de télévision allemande. D'ailleurs, je crois que le télévision français n'a pas encore eu le temps d'y aller, ça viendra, je crois. Il faut espérer, tout arrive un jour. Eh bien, à Pontoise, vous voyez, mais toutes les semaines, le FBI, le BKA, tous les services criminels plus pointus du monde, ils ne peuvent que s'inspirer de ce qui a été fait à Pontoise. Donc, vous voyez, je rends aussi hommage à quelqu'un qui est bien vivant, le général Hébrard. Puis, je vois aussi autre chose communiqué de la ministre de la Défense il y a quelques jours. L'armée française se félicite, les armées françaises se félicitent de voir que sur le budget des armées, de la recherche médicale a été faite en région Bretagne pour trouver des solutions aux problèmes actuels que nous connaissons. Sur le budget des armées.
avec succès. C'est beau. Et quand je lis aussi que le quart que j'ai connu à Rosny-sous-Bois de la gendarmerie, qui sert justement, qu'on voit dans les films qu'on regarde à la télévision, hein, ce quart de la police, enfin de la gendarmerie scientifique, il sert aujourd'hui à tester les gens. Alors, Waterwar, qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là, de ces modèles aussi, pour leur rendre peut-être un hommage mérité? Oui, bien sûr. Et je vous dirais que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui change pour une raison très simple. C'est que l'innovation vient d'en bas. On était habitué peut-être à attendre que d'en haut, on nous définisse un certain nombre de principes qu'on déclinait de haut en bas. Beaucoup d'innovations, que ce soit dans les armées ou la gendarmerie, viennent d'acteurs de terrain qui, à un moment donné, je dis, pour résoudre cette question, pour améliorer la qualité du service, voilà comment je peux procéder, voilà comment on peut développer des solutions novatrices. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que la gendarmerie aujourd'hui dépose tous les ans un nombre très important et croissant de brevets. Parce que tous ces gens-là travaillent, font de la recherche pour justement améliorer. Alors une fois que cette innovation est comment dirais-je, conçue, modélisée, elle est exposée. Et c'est là le rôle des grands décideurs, des chefs, de dire oui, vous avez raison, il faut y aller et il faut s'engager. Toute la télécommunication informatique dont vous parliez tout à l'heure, il y a vraiment, comment dirais-je, une vraie, comment dirais-je, une vraie innovation venant d'en bas. Hein. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait notable. Et moi, je pense que ce soit dans la gendarmerie, dans les armées, mais même dans le secteur civil, je crois beaucoup aux start-up. Les start-up, on les voit aller. Alors, beaucoup vont mourir parce que leur projet n'est pas mûr, les financements ne sont pas là. Mais beaucoup vont pouvoir décoller. Or, nous avons, peut-être trop souvent tué Mozart, notamment dans le domaine numérique, quand des entreprises françaises sont parties aux États-Unis où elles trouvaient les financements, où elles trouvaient un accueil à la hauteur du projet qu'elles portaient. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Et je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand je vais dans certains endroits où il y a des pépinières de start-up, d'entreprises, on voit beaucoup de jeunes qui sont là porteurs d'idées et qui rongent leur os jusqu'au bout. Parce que pour eux, c'est une sorte de protection, de projection sur l'avenir, une vision, une énergie considérable. Ça, c'est important. Nous ne sortirons de la crise que parce que nous allons donner la parole aux novateurs et qu'il n'y aura personne pour dire « circulez, il n'y a rien à voir, votre projet ne nous intéresse pas ». Eh bien, si ce projet peut être intéressant, il faut l'examiner jusqu'au bout. Parce que quand on dit que ce projet ne nous intéresse pas, il intéresse toujours quelqu'un à côté. Donc, vous voyez que cet esprit d'innovation de la gendarmerie, je crois qu'il n'est pas propre à la gendarmerie. Simplement, c'est peut-être chez nous une des caractéristiques de notre institution, mais il faut véritablement le développer parce que tout va être dans l'innovation, que ce soit à l'échelle locale, régionale, nationale ou européenne. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Vous avez raison de souligner, quand vous parlez du fameux CAR, qui est un laboratoire qui se transporte sur le terrain, il était récemment à Dache, où il procédait à des tests de Covid, et vous avez d'autres unités, comme une unité, on a une unité qui est spécialisée dans les investigations en milieu nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Ben aujourd'hui, elle travaille avec un hôpital, avec les pompiers des Yvelines, sur l'élaboration d'un certain nombre de produits nécessaires à la sécurité des personnes. Donc vous voyez que ce qui est extraordinaire, c'est la capacité qu'on doit avoir aujourd'hui d'être agile. Agile, ça veut dire de pouvoir avoir des mouvements qui sont complètement adaptés aux exigences du temps présent. Quand je dis des mouvements adaptés, c'est pas simplement pour le corps, mais c'est aussi pour les organisations, pour les administrations, pour les entreprises. Nous sommes donc capables de nous rétablir, de changer de posture extrêmement rapidement. Changer de posture, ça ne veut pas dire changer d'avis du jour au lendemain, mais c'est-à-dire être capable
de réagir instantanément à l'évolution de l'environnement dans lequel nous nous situons. Pour reprendre peut-être ce que vient de dire Marc, pas le reprendre, mais l'amplifier, il y a une caractéristique qu'il faut absolument, me semble-t-il, qu'on garde en tête, et une force qu'on garde en tête pour l'avenir. Elle sera très précieuse parce qu'on a du mal à la mettre en œuvre aujourd'hui, on a eu du mal à la mettre en œuvre par le passé, c'est cette cohérence, cette synergie du monde public et du monde privé. Et c'est vraiment, je pense que c'est un défaut presque consanguin à notre pays. On a toujours tendance à diviser ces deux mondes, alors qu'en fait, il faut les rassembler. Il faut tirer le meilleur des deux, l'énergie. Il faut que nos structures administratives soient beaucoup plus réactives, et on le voit aujourd'hui. Le temps, aujourd'hui, c'est le critère clé, la vitesse. Vitesse, c'est pas la précipitation. Mieux vous vous préparez, plus vous pouvez aller vite. C'est l'exemple de la Libye qu'on citait tout à l'heure. En 36 heures, tout était réglé. Mais si et seulement si on sait mettre en synergie des acteurs qui ont l'habitude de s'ignorer au mieux, de se faire une mauvaise concurrence, alors en fait, devant la crise, il n'y a plus de concurrence. Tout le monde doit être capable d'agir ensemble. Et ça, c'est vraiment, et c'est ce qu'attend la jeunesse quelque part. Mais vos structures, elles sont dépassées, les gars. Il faut casser ces frontières artificielles. Il faut que des militaires puissent aller dans le civil, apporter leurs compétences, et puis que les militaires, que la défense accepte aussi les civils. On en accepte de plus en plus de différentes compétences. On ne peut pas avoir des combattants du cyber de très haut niveau, forcément. On ne peut pas avoir des combattants de l'information. Aujourd'hui, il faut aller les trouver là où ils le sont. Il faut leur donner cette chance de pouvoir agir pour leur pays, avec ou sans l'uniforme, peu importe. Mais c'est cette synergie qui nous fera gagner, ou au contraire, qui nous fera perdre, si elle n'est pas là. Nous arrivons au terme de cette deuxième émission, qui est une reprise de témoignages diffusés par La Voix du Béarn en avril 2020. Nous n'épuiserons pas des sujets aussi cruciaux aujourd'hui, mais au vu des réactions de nos auditeurs, qu'ils soient en France métropolitaine, en Outre-mer, et pour nombre d'entre eux jusqu'au bout du monde, étant donné la qualité de ces réflexions qui gagnent à être entendues, avec Joël François Dumont, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une troisième émission avec les généraux d'armée Marc Watin-Augoire et Jean-Paul Paloméros, et avec monsieur Alain Juillet. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. La Voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.